Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, de te retrouver. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Euh, J'étais en incapacité de faire un épisode. Voilà, il y a des événements qui arrivent dans la vie et parfois il y a des événements qui sont pas drôles. Et j'ai essayé de faire un épisode, mais vraiment, j'étais éteinte à l'intérieur de moi. J'arrivais pas, il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait rien. C'était pas du tout le moment pour moi de le faire, donc je me suis dit, bah tant pis, il n'y aura pas d'épisode ce jour-là. Et l'épisode que je vous fais aujourd'hui, il est un peu relatif à ce qui vient de se passer ces 15 derniers jours. Parce que il n'y a pas eu d'épisode vendredi dernier, parce que lundi, pas ce lundi-là, mais le lundi d'avant, on a appris de manière inattendue le décès de quelqu'un de très proche dans la famille de Guillaume. Et il avait que 48 ans. Et il est mort d'une septicémie foudroyante. Et on s'y attendait pas du tout. On le voyait encore au mois de décembre au mariage de ma belle-sœur. On a tellement, tellement, tellement rigolé. Et cette nouvelle, elle est tombée comme une massue, quoi. Et il s'appelait Sébastien. Il avait 48 ans. Il avait une femme incroyable. Pour moi, sa femme, c'est le sosie de Florence Foresti, tant en termes d'apparence qu'en termes d'humour. Et il avait 3 enfants, qui ont à peu près l'âge des miens. Et pour Guillaume, c'est un peu comme le grand frère qu'il a jamais eu. Donc c'était quelqu'un qui comptait vraiment, et c'est vrai que ça nous a fait vraiment un gros coup. Et mardi, du coup, de cette semaine, pour le coup, on a été à Saint-Enterrement. Et ces moments de vie-là te ramènent à ta propre vie à toi. Et dans des événements de vie comme ça, il y a, je sais pas si on peut appeler ça des leçons, mais il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et je me suis fait beaucoup de réflexions à beaucoup de moments durant ces 15 jours. Et en fait, c'est en plus hyper amusant parce que il y a des moments comme ça, mais je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans ce podcast, où dans les séances, il y a un thème qui revient, et en ce moment, bah, il y a le thème du deuil. Et en fait, le deuil, ça peut être un deuil comme je le vis là, ça peut être un deuil dans une relation, et ça peut être aussi parfois des deuils où on a perdu quelqu'un, et je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et en fait, même 10 ans, 18 ans après, on n'a toujours pas fait le deuil. Donc c'est marrant parce que c'est un thème qui revient, et la vie me l'a mis dans les séances et me l'a remis dans ma vraie vie à moi. Donc dans cet épisode, le but c'est pas du tout de comment dirais-je, d'être triste ensemble, de tourner ça de manière vraiment, ouais, j'ai envie de dire triste et sombre. Non, au contraire. Pour moi, ce podcast c'est un peu, j'allais dire, alors je vais essayer de, je ne sais, je préviens, je ne sais pas comment je vais gérer mes émotions pendant ce podcast, mais je vais faire au mieux. Mais ce podcast c'était un peu comme un hommage à lui, et un moyen aussi qu'on se rappelle toutes et tous ensemble certaines choses en fait. Que peut-être on a besoin d'entendre. Et du coup, j'ai noté comme ça de manière hyper indisciplinée sur mon carnet plein de choses. C'est certainement pas du tout dans le bon ordre. Mais peut-être que ça peut valoir de coups, et peut-être que s'il y a même qu'une seule chose qui te touche dans ce podcast, ou qui t'apporte du soulagement, ou qui t'apporte une autorisation, ou peu importe, et ben c'est que déjà ce podcast il aura eu un effet. Et c'est tout ce que je souhaite pour toi. Donc, je vais comme ça passer en revue la liste de tout ce que je me suis fait comme réflexion, entre guillemets, depuis ce moment-là. Parce que du coup, bah, il y a cette phase de deuil, il y a cette phase d'annonce, il y a cette phase d'enterrement, il y a les connexions avec les gens à ce moment-là, etc. Et donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui, en tout cas pour moi, moi c'est un peu comme si j'avais un radar à, comment dirais-je, c'est pas tellement à de leçons de vie, mais c'est un radar à comment dire, à réflexion qui d'un seul coup m'arrive comme ça dans la tête, et je me dis waouh, là il y a un truc intéressant. Et là, donc moi, je commence par, enfin, en tout cas là le premier que je vois écrit sur mon carnet, il est relatif à l'enterrement. Je pense qu'on a besoin toutes et toutes de se rappeler que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est juste, et que personne ne peut le comprendre, et que t'aies de la peine ou que t'aies pas de la peine dans ce genre d'événement, c'est pas grave. C'est pas genre t'es une bonne personne si t'as de la peine et t'es pas une bonne personne si t'as pas de peine. En fait, tout ça, à partir du moment où toi tu le ressens de cette manière-là, c'est juste. Si tu as des larmes à un événement comme celui-là ou que tu n'en as pas, et c'est d'ailleurs aussi tellement vrai dans d'autres situations de la vie, ça regarde que toi, et c'est complètement juste. Les gens ils sont pas toi, et on voit dans des événements comme ça, comme là moi j'ai vu des gens qui pleuraient pas, j'ai vu des gens qui souriaient, j'ai vu des gens qui étaient effondrés. Moi j'étais très émotive, donc tu le sais, j'ai quand même la larme facile, on va pas se le cacher. Et dans un événement comme ça, c'était dur pour moi. Heureusement que j'avais réussi à décharger quand même beaucoup de peine avant de venir, parce que sinon je sais pas comment ça se serait passé. Mais tout ça pour dire que parfois tu peux peut-être ressentir le regard de personnes qui te disent c'est pas normal. Genre peut-être t'es pas assez proche, tu devrais pas ressentir ça, ou peut-être au contraire, non mais attends, t'es trop stoïque, tu devrais pleurer, c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin toutes et tous d'être hyper tolérants les uns avec les autres, et finalement les gens font ce qui est vrai, ce qui est complètement vrai,
pour eux à ce moment-là. Et peu importe les situations, en fait, on n'est pas tous touchés de la même manière. Personne ne pourra savoir ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Pour le même événement, il y en a qui vont s'effondrer, je te parle même pas forcément en particulier là, mais pour un même événement, il y en a qui vont s'effondrer, il y en a d'autres pas, il y en a qui vont être touchés, il y en a qui vont dire « Ah non, ça va, c'était vraiment un cousin éloigné, finalement ça me touche pas ». Alors qu'il y a peut-être une autre personne qui va pas avoir un lien de parenté et qui va se dire « Non mais moi, ce gars, je l'ai vu une fois dans ma vie et en fait, c'était tellement incroyable que ça me fait trop de peine en fait et qu'il va trop me manquer ». Donc je pense qu'on a besoin de respecter ce qu'on ressent, de respecter nos larmes et que dans un enterrement, on doit juste foutre la paix à tout le monde et que chacun le vit comme il veut. Et si tu as envie de chialer toutes les larmes de ton corps, mais c'est le moment en fait, c'est le moment où on doit pas se juger, où on doit pouvoir se permettre de ressentir comme on arrive à le ressentir. Parce que d'ailleurs, il y a toute une partie où parfois on ne contrôle pas, que ce soit dans la sidération, où parfois toutes nos émotions se bloquent pour nous protéger parce que c'est trop dur, ou parfois au contraire, quand nos émotions, elles débordent, on doit tous, je pense, être respectés là-dedans. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps l'épisode là, je me dis, waouh, si je commence comme ça à chaque point, ça va prendre du temps. Le deuxième truc, c'est aussi, encore par rapport à ce moment-là, à l'enterrement, la présence des gens. C'était marrant parce qu'il y a des gens que je connaissais qui n'étaient pas là à cet enterrement. Et il y a des gens très, 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 très proches de lui qui n'étaient pas là. Et là encore, la présence ou non des gens à un enterrement, elle est juste et elle est parfaite. Je sais que ça peut paraître bizarre et je sais qu'il y en a qui vont se dire non, c'est pas normal. Si t'es le frère, si t'es un tel, si t'es le cousin, si t'es le truc, tout le monde doit être là. Moi, je pense que finalement, les personnes qui sont là, c'est juste pour elles. Parce que déjà, il y a peut-être des personnes qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc tu me diras, bon, attends, ce jour-là, on peut tous faire un effort, c'est vrai, mais on sait pas. On n'est pas là non plus dans la vie des gens. Et je pense que, voilà, je pense que c'est pas opportun de juger la présence ou non des gens et que la présence ou non des gens ne dit rien sur le lien qu'ils avaient avec la personne. Je sais qu'à cet enterrement, il y a quelqu'un de très très proche de lui, ainsi que son enfant qui ne sont pas venus parce qu'en fait c'était trop dur. C'est pas un affront, c'est pas un manque d'amour, c'est pas rien, un manque de respect ni quoi que ce soit. C'est au contraire quelque chose de très beau qui est j'ai besoin de prendre soin de moi et cet événement il va être trop difficile pour moi à affronter et je peux pas m'y rendre. Et c'est juste. Et si toi tu viens à cet événement alors que tu connais que très peu peut-être la personne qui vient de partir, mais tu le fais parce que tu l'as quand même connue et que ça te fait plaisir, que tu le fais parce que peut-être tu connais sa femme et que tu as envie de la soutenir, tu vois, ça a même pas forcément besoin de te toucher personnellement, mais je me dis finalement, les gens qui sont là ou qui sont pas là, eh ben c'est très bien comme ça, c'est très juste comme ça, et c'est pas parce qu'on est là que c'est bien, et parce qu'on n'est pas là que c'est pas bien. Je pense que là encore, on a besoin encore, tous et toutes, de se foutre la paix, de pas se juger sur qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait, et de juste partir du principe que on fait tous du mieux qu'on peut. L'autre chose, ah oui, qui est plus générale, c'est parfois il y a des gens dans ta vie qui te comprennent pas. Et ça peut être difficile. Et en fait, on se rend compte que parfois, quand les gens ils ne comprennent pas, assez naturellement, je sais pas si c'est naturellement ou pas, mais bon, on finit par s'éloigner d'eux. Parce que c'est genre, non, mais ils comprennent pas mon mode de vie, ils comprennent pas ce que je fais, ils comprennent pas, ils ont beaucoup de jugements, etc., etc. Et ce que je me rends compte là, c'est que tu vois, même si parfois les gens ils te comprennent pas, et parfois c'est des gens très proches, tu vois, peut-être que toi aussi, tu vois, tu peux être soumis à ça, d'avoir un parent qui te comprend pas, avoir un frère qui te comprend pas, tu vois, avoir un père, enfin, peu importe. Même si les gens ils te comprennent pas, parfois on s'éloigne d'eux. Et en vrai, il y a toujours de l'amour derrière. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est qu'on se rend compte que on peut tirer des conclusions et on peut mettre de la distance émotionnelle et on peut fermer notre cœur quand on se sent pas compris par les gens. Et là encore, attention, je comprends tout à fait. Mais en même temps, tu vois, dans cet événement-là, je me suis rappelé que les gens, au fond, ils t'aimaient toujours de ouf. Même s'ils comprenaient pas certaines choses, ils t'aimaient profondément. Bon, alors là, ça n'a rien à voir, mais je te le dis maintenant parce que ça me vient. Je fais aussi un épisode aujourd'hui parce que ce gars-là, c'était un gars de ouf. Je l'ai même pas précisé en introduction, mais c'était un gars extraordinaire. Et c'est pour ça que là, il y a autant des choses que je vais partager par rapport à ce moment que j'ai vécu, mais qui sont aussi des leçons que lui m'a apprises. Bon, j'avoue, ça fait une introduction en plein milieu du truc, mais n'importe quoi. Mais c'était quelqu'un juste, mais d'incroyable. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire cet épisode aujourd'hui. Faut savoir que Sébastien, en 2018, si je me trompe pas, il a appris qu'il avait un cancer hyper rare. Vraiment hyper rare. Je crois qu'il s'en est rendu compte, il s'est cassé une côte, il comprenait pas pourquoi, mais genre un petit geste et il s'est cassé la côte. Et en faisant des examens, il s'est rendu compte qu'il avait ce cancer qui était très très rare et où 5% de la population, le taux de survie était de 5%. Donc il a eu ce cancer, il a survécu. Il a récidivé une deuxième fois, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, ou la fin de l'année d'avant, quelque chose comme ça. Et il l'a quand même combattu et il est ressorti encore de ce cancer-là. Et ça a été incroyable de voir, comment dirais-je, à la fois la manière dont il a lutté contre la maladie
Et à la fois à quel point la maladie, elle peut te rendre tellement, 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 tellement vivant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu son premier cancer, il s'est battu, mais comme un acharné, il s'est battu. Et à la fin, il en a retiré une force et des leçons de vie qui étaient juste, mais tellement intenses pour lui. Et à partir de ce moment-là, il s'est encore plus dit, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui vivait pleinement sa vie déjà à fond, mais là, il s'est encore plus dit, mais je vais vivre à fond, j'ai pas le temps à perdre, en vrai, on sait pas ce qui va nous arriver demain. Et à partir de ce moment-là, il a aussi, comment dire, laissé tomber des masques. C'est-à-dire, il a dit, je vais arrêter de me forcer, je vais arrêter de faire les choses parce qu'en fait, ça fait bien de faire les choses. Il a dit, je vais faire tout ce qui m'appelle à l'intérieur de moi, vraiment. Et je vais pas me forcer à faire quelque chose juste parce que c'est mondain, juste parce que les gens, d'une certaine manière, attendent ça de moi. C'est genre vraiment comme si ce moment, il avait nettoyé dans sa vie absolument tout ce qui n'était pas aligné avec lui, tout ce qui n'était pas vrai, tout ce qui lui donnait pas de feu, qui ne le rendait pas vivant. Et il a remis que de la vie à 10 000%. Et c'était mais tellement beau à voir, je t'assure, je le regardais mais avec tellement d'admiration, genre waouh, c'était fort. Et je pense qu'on a besoin de retenir ça aussi, de se dire que déjà si toi peut-être la maladie elle te touche, j'espère qu'elle te donnera l'envie d'être encore plus vivant et que même si la maladie elle nous touche pas, qu'on n'oublie pas en fait que ce temps sur cette terre il est quand même relativement limité et que on a besoin de faire en sorte que cette vie elle soit riche et de la vivre à fond et d'arrêter de faire semblant et d'arrêter de faire des trucs par convenance et d'être pleinement dans ce qu'on fait avec notre cœur ouvert et à vivre, vraiment à vivre, arrêter de survivre. Euh, et en lien avec ça, le point que j'avais mis après, c'est que lui, il est parti à 48 ans, mais je te jure, il a tout vécu. En fait, tu sais, tu pourrais te dire, c'est un âge où tu dis, putain, il est parti trop tôt, il avait tellement de choses à faire, etc. C'est vrai. Et en même temps, je veux dire, il a vécu une vie que des gens qui vont vivre jusqu'à 90 ans ne vivront pas. Il a tellement vécu, mais tout à fond. Il a suivi tout ce qu'il avait envie. Il a commencé avec un premier job en CDI dans une banque et il s'est dit non mais c'est pas du tout pour moi. Il a tout arrêté. Il est devenu trader à son compte. Puis après il a lancé des boîtes et puis il y a des boîtes qui ont craché, d'autres qui n'ont pas craché. Il a pris des risques. Mais tout ce qui l'appelait, qu'il faisait vibrer, qu'il faisait se rendre vivant, il a dit mais vas-y je vais tester. Il a profité de ses enfants à fond parce que du coup pendant toute cette période-là il bossait chez lui donc il allait chercher ses filles le midi et son fils. Il préparait le repas, il allait les chercher après l'école, etc. Et il a vécu, mais à fond, avec ses enfants, dans ses différents business. Il a testé tout ce qu'il voulait. Et même là, après avoir eu le deuxième cancer, il me semble que c'est après le deuxième, il a fait une expédition en Antarctique, je crois, avec une bande de potes. Il était là, mais je vis. En fait, il est parti à 48 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu pleinement. Et ça nous ramène à notre vie à nous. Est-ce que nous, on la vit pleinement, en fait? Parce qu'on peut mourir vieux et en fait ne pas avoir vécu. Et je pense que là, aujourd'hui, j'ai envie que tu te rappelles, et je me rappelle à moi, qu'avant tout, le plus intéressant, c'est de vivre. C'est de vivre, de s'éclater. Quand je dis vivre, je l'entends dans le côté, justement, pas survivre. Et pour moi, vivre, c'est expérimenter, oser, se faire plaisir, suivre cette petite voix à l'intérieur de toi qui te propose quelque chose, ou tu as envie de faire quelque chose. Mais il a profité à fond des gens, de tout en fait, de tout. Je pense qu'il pouvait pas faire plus que tout ce qu'il a vécu aujourd'hui. Et moi, en le voyant, bien évidemment que ça me ramène à moi et que je me dis waouh, moi j'ai pas du tout autant de souvenirs que tout ce que lui il a fait. Et c'est chouette. Et c'est chouette que ça me fasse ce rappel-là pour justement mettre plus de vie dans les choses et pas attendre. L'autre chose qui était hyper beau, c'est que donc tout le monde a fait des discours. Les enfants ont fait des discours, mais que c'était beau, que c'était... ça me fait penser à autre chose. C'était incroyable, sauf la petite dernière. Et c'était beau parce que dans ces discours, à un moment donné, donc il y a eu des discours d'amis aussi, et il y en a qui ont évoqué à quel point Sébastien était admiratif de sa femme et à quel point c'était réciproque. Et c'était beau en fait. C'est beau de se rappeler que quand on se met en relation avec quelqu'un, on a envie d'être une équipe et que on a besoin de s'admirer l'un l'autre, de se soutenir l'un l'autre, de s'épauler l'un l'autre. Et oui, parfois ça peut être compliqué et j'entends en fait qu'il y en a qui peuvent se dire ah mais moi j'aimerais tellement, etc. Mais je pense aussi qu'on a une grande part à jouer et que plus on incarne nous cette admiration vis-à-vis de l'autre, plus elle peut s'installer de l'autre côté. Mais c'était beau en fait de voir ça et je pense qu'on doit se le rappeler en fait. Un couple c'est avant tout deux personnes qui ont choisi de vivre ensemble et on veut vivre ensemble pour le meilleur en fait. Le pire, oui, il y aura des choses désagréables, mais on veut faire en sorte le plus possible, et on a le choix là-dedans, de mettre de l'amour dans notre relation, de mettre du respect dans notre relation, de mettre de l'admiration dans notre relation. Et Sébastien, c'est tout ce qu'il a fait en fait. Sa famille, c'était la base, c'était sa base pour lui. Et il a aimé sa femme, il a aimé Steph plus que tout. Il l'a admirée plus que tout, il l'a poussée plus que tout, vraiment, parce que il était convaincu qu'elle pouvait faire des grandes choses. Et je sais que là encore aujourd'hui, il va veiller sur elle pour qu'elle continue sur sa lignée, parce que c'est juste une femme incroyable. Et rappelons-nous juste ça, de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre relation, parce que ce qu'il a mis dans sa relation, c'était juste hyper beau. En parlant de ces discours-là, ça me fait penser à autre chose que j'avais pas écrit là, mais là encore, dans
dans un enterrement, il y a beaucoup de choses qui sont codifiées. Là, c'était dans une église, mais c'était pas une église dans les monuments comme on voit d'habitude. C'était une structure assez moderne qui, de l'extérieur, ne ressemble pas à une église. Parce que du coup, ça devait accueillir beaucoup de personnes. Parce que Seb a été tellement incroyable qu'il y avait environ 1000 personnes à cet enterrement. Et, euh, et en fait, il y a du coup son fils qui a fait... c'est le premier des enfants à avoir fait un discours. Et il termine son discours qui était beau, qui était rempli d'amour, de maturité, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'était juste incroyable. Et à la fin, alors là, c'est à chaque fois un truc qui m'émeut, donc je sais que ça va lui voir. À la fin du discours, mon mari qui est à côté de moi commence à l'applaudir. Le truc qu'on fait jamais dans une église. Et en fait, il a applaudi 4 fois, où tu sais, on entend le grand silence. Et là, il applaudit 4 fois, et tout le monde, finalement, s'est mis à applaudir. Et c'était tellement beau. Et en fait, je l'ai remercié au fond de mon cœur d'avoir le courage d'avoir fait ça, parce que putain, ce garçon qui avait 18 ans, qui perd son père, le jour de son anniversaire, qui est là et qui arrive à se tenir debout et à honorer la mémoire de son père, qui a ce courage-là. Et dans ses mots, c'était tellement beau que j'ai adoré. J'ai encore plus trouvé mon homme sexy ce jour-là, de le voir applaudir en fait le discours. Et je pense que son fils s'en souviendra et que ça l'a porté et c'était beau et oui, normalement on fait pas ça et finalement tu vois ça a choqué personne, ça a entraîné tout le monde. Donc parfois il faut savoir écouter son cœur et je pense que là mon mari a été tellement touché que ça a été plus fort que lui et c'était du coup beau et très juste de le faire à ce moment-là. Un autre point, c'est bah du coup de pas remettre à demain ce que tu as envie de plus faire. En fait, je pense que je le dis d'ailleurs assez dans dans ce podcast, mais tu vois, la vie, elle t'attend pas, en fait. Fais maintenant les trucs qui te font kiffer. Te dis pas, on fera un truc dans 10 ans, peut-être, un jour, quand j'aurai le temps. Non, donne-toi l'opportunité là de mettre tous les jours de la joie dans ta vie, de mettre tous les jours des trucs qui te font plaisir, de voir, d'être en relation avec les gens que t'aimes, de les appeler, d'envoyer un message, de, tu vois, de créer tout ça qui te nourrit profondément. De pas attendre pour le faire. De pas attendre pour dire, ouais, j'enverrai un message à ma mère dans 6 mois. Ouais, j'irai voir telle personne. Bah peut-être l'année prochaine, dans un an, là en ce moment j'ai pas le temps, mais de dire, ah si, on se dit tous qu'on n'a pas le temps, en vrai il y a tellement de mensonges, on passe notre temps à faire quoi, à part scroller sur Instagram. Non mais c'est très réducteur, mais tu vois ce que je veux dire, genre ne remets pas à demain, rappelons-nous de pas remettre à demain, c'est ce que Seb a su hyper bien faire tout au long de sa vie, et encore plus quand il a eu son premier cancer, et, euh, et c'est beau, ouais, donc remettons pas à demain. La deuxième chose, non, la xème chose, c'est prends des risques à ta mesure, mais prends des risques. Alors Seb était un gars qui prenait quand même vachement de risques, notamment dans le boulot, enfin quasiment que... Non, pas que dans le boulot et même un peu dans sa vie, parce que finalement, une fois qu'il a eu ses cancers, il était très immunodéprimé, donc il y avait plein de trucs qui étaient quand même pas hyper safe de faire, et je pense que voilà, enfin bref. Mais l'air de rien, il a pris des risques pour des choses auxquelles il croyait. Et je dis pas, par exemple, moi dans le business, les risques qu'il a pris, mais jamais je l'aurais fait, jamais je l'aurais fait, c'est un grand fou. Et clairement, j'en parlerai après, mais ça fait partie de ses dons en fait, cette capacité à appréhender le risque, à être capable de l'assumer, à dire ok, il y a un problème, c'est pas un problème pour moi, ça faisait partie de ses dons. Mais sans aller dans les extrêmes, parce que je pense là encore qu'on ne doit pas tous se copier les uns les autres et on doit faire du nous. La vie, c'est quand même prendre un risque. Tu vois ce que je veux dire? Chaque jour, on se lève, on prend le risque de mourir, qu'il se passe quelque chose. Et en fait, parfois, je pense qu'on aurait intérêt à mettre un peu plus de risque dans le sens aller oser ce qui te fait flipper, tu vois. Se mettre en relation avec quelqu'un, c'est prendre un risque. En fait, tu sais pas si la personne, elle va rester, tu sais pas comment ça va se passer. Mais c'est chouette d'aller expérimenter l'amour, la passion, la rencontre. Le fait de se construire avec quelqu'un d'autre, c'est juste, mais trop beau en fait. Donc, osons prendre des risques. En te disant ça, il y a autre chose qui me vient que j'ai toujours pas écrit. Et l'autre chose qui me vient, c'est que ce qui était rappelé aussi lors des discours et qui est tellement vrai, c'est qu'ils se sont rencontrés, je crois, au moment du bac, quelque chose comme ça. Et ils se sont plus jamais quittés. Et ils ont grandi ensemble. Et ça aussi, on a besoin de se le rappeler, en fait. On pense que, en fait, on a rencontré un gars, on a rencontré une meuf, on est tombé amoureux, on s'est mis ensemble et c'est fini. Et le couple est l'une des sphères, et là aussi, je crois que je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast, c'est une des sphères qui nous permet de grandir, où on va évoluer ensemble, où en fait, on va tellement être le miroir l'un de l'autre que ça va mettre les spots sur les endroits les plus inconfortables qu'on n'a pas envie de voir. Mais le couple est un espace dans lequel on peut tellement grandir ensemble. C'est beau, en fait. Mais en fait, l'air de rien, à chaque fois qu'il peut y avoir une résistance, à chaque fois qu'il peut y avoir une difficulté personnelle ou dans le couple,
le couple est là pour l'alchimiser et pour faire grandir quelque chose de tout ça. Et on a besoin de se rappeler de cette fonction du couple, en fait. Le couple, il nous permet de grandir, d'évoluer de fou. Mais moi, j'ai jamais autant évolué que dans mon couple, en fait. Il s'est passé, ça m'a fait tellement grandir, ça m'a fait devenir la femme que je suis. Et parfois, ça a été grandir par quelqu'un qui me soutient, et parfois, ça a été la difficulté qui m'a fait grandir. Et ça a été trop beau, et on a grandi tous les deux. Mais l'espace du couple est un espace où on grandit ensemble, en vrai. Euh, Là aussi, c'est parfois on vit un peu dans notre monde, on fait notre vie et on se rend pas compte. Et là aussi, je pense que je l'ai déjà évoqué, de l'impact qu'on a sur les gens. Quand on voyait dans les discours l'impact qu'il avait pu avoir, c'est juste mais fou en fait. C'est fou et on a besoin de se rappeler qu'on a tous un impact énorme sur tous les gens qui nous côtoient, absolument tous. Que vous côtoyez quelqu'un dans le cadre du boulot, que vous côtoyez quelqu'un dans le cadre, j'allais dire d'une colonie de vacances, non mais d'un voyage, que vous côtoyez quelqu'un dans le cadre d'un ami, je sais pas moi, une exposition à quelque chose, ou que ce soit quelqu'un de votre famille, ou que ce soit juste un jour une conversation informelle, on a un impact sur tout le monde. Et Seb, il a marqué, mais tellement marqué les gens en fait, à tel point qu'il y en a un dans son discours qui a dit, c'était trop beau, il a dit non mais ceux qui connaissaient pas Seb, mais ils ont tout raté, il leur manque un truc essentiel dans leur vie. Et je partage cet avis-là parce que il était juste incroyable, mais c'est pour montrer à quel point notre présence, elle impacte les gens en fait, et elle impacte parfois tellement les gens qu'ils aimeraient que tout le monde ait pu nous rencontrer pour qu'on ait pu avoir cet impact sur eux. Mais toi aussi, tu as de l'impact énorme sur absolument toutes les personnes qui t'entourent. Et c'est à toi de voir, c'est à toi de décider comment tu as envie d'utiliser cet impact, qu'est-ce que tu as envie d'en faire, qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que tu as envie de partager. Enfin, c'est ouvrir son cœur. En fait, dès lors où on ouvre notre cœur aux gens qu'on rencontre, on a un impact qui est sublime, quoi. Donc, oublions pas ça. L'autre chose, c'est met de l'humour, il met du fun. Seb était trop drôle, je te jure, c'est le gars, il vient, je le revois s'asseoir sur le canapé, avoir son petit, il avait toujours un petit rictus au coin des lèvres, c'était mais genre mais trop mignon. Et il avait le don de te raconter le quotidien et genre t'es mort de rire à chaque phrase. C'était délicieux, mais vraiment délicieux. Et je me souviens que la dernière fois qu'il est venu à la maison, c'était en novembre, fin novembre. Il était assis sur le canapé et je lui ai dit mais hey, mec, il faut que tu fasses un one man show, c'est pas possible, comment tu as cette capacité de rendre tout drôle? Et c'est bon, et en fait il a la chance d'avoir rencontré sa partenaire qui est le sosie de Florence Foresti, donc à eux deux ça a été aussi évoqué que il y avait tellement de joie, d'humour, de fun, et ils voulaient vivre dans la joie et dans le fun. Et parfois dans un monde qui est très sérieux, dans un monde d'adultes, dans un monde où il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond dans ce monde, on va dire, on s'austérise, je sais pas si ça se dit, on rend les choses noires et on oublie de se connecter à cette joie qui existe en chacun de nous depuis toujours. On est arrivé avec ce côté fun, les enfants ils jouent, ils ont envie de rire, c'est ça qu'ils ont envie, ils ont pas envie d'être sérieux, et ce truc-là il est à l'intérieur de nous tous. Donc rappelons-nous de mettre du fun, mais dans notre quotidien, dans tous les petits trucs en fait, on peut tout faire de manière drôle. Ça m'a amusé parce que hier soir, je partais me laver les dents et je reviens, et donc il y a Guillaume qui était dans le lit et il était sous la couette et puis il avait froid, donc il avait vraiment tout sous la couette avec sa tête qui dépassait, et je l'ai bloqué sous la couette. Donc ça m'amuse parce que moi j'ai horreur qu'on me fasse ça, je claustrophobise direct. Je deviens agressive, hein, vraiment je suis pas sympa. Donc je le bloque, mais bon je le bloque, c'est bon, il met un coup d'épaule et je me retrouve par terre, donc je savais qu'il était pas bloqué, mais du coup je le plaque et là je commence à le chatouiller en faisant tomber mes cheveux sur sa tête, et on était mort de rire et c'était sympa en fait. Dans tout on peut mettre une touche de fun. J'adore parfois, il sort de la cave, j'arrive, je lui fais peur. Je suis un petit démon. Mais c'est tellement drôle de mettre de la légèreté, du fun, de pas se prendre au sérieux. Donc, tout, même parfois les trucs les plus... Et Seb avait cette capacité-là, de même les trucs les plus durs de la vie, il pouvait le tourner, mais en humour, sur sa maladie, sur plein de trucs. C'était un régal de l'écouter. Moi, je pouvais l'écouter pendant des heures. C'était délicieux, quoi. Euh, Ouais, l'autre point que je voulais évoquer avec toi, c'est que déjà devant la mort, on est tous égaux. Tu te rends compte à un enterrement que tu te demandes plus qui a réussi, qui a pas réussi, qui est encore en couple, qui est divorcé, qui a eu des enfants, combien d'enfants, qui gagne quoi, qui a tel titre. Non, tu vois, devant la mort, en fait, on est tous identiques. Et en fait, je pense qu'on a besoin de se le rappeler aussi, c'est que en vrai, devant la vie, je pense qu'on est tous identiques aussi. C'est-à-dire qu'on est tous des humains. En fait, cette connexion à la mort te rappelle que ce qui compte dans la vie, les gens qui étaient à cet enterrement ne se disaient pas tiens, combien il avait sur son compte en banque, tiens, quel titre il avait. Non, alors les gens qui étaient très très proches de lui, notamment beaucoup d'amis, savaient exactement ce qu'il faisait. Mais pour la majorité, c'était nébuleux. C'est genre ouais, ça, il fait du business, on sait pas trop. Euh, mais tu te rends compte que c'est pas le titre qui compte. En fait, ce qui compte, c'est comment il a marqué les gens. Ce qui compte, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il a transmis de lui, comment il a ouvert son cœur, à quel point il a marqué les gens, mais par son attention, par l'homme qu'il était, par l'âme qu'il était, en fait.
On est tous égaux par rapport à ça. Peu importe le mode de vie qu'on a, peu importe notre niveau social, ce qu'on veut, peu importe ça. On est égaux par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on peut apporter aux gens, en fait. On peut apporter, mais tellement, 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 tellement. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler, en fait, la valeur de Seb, elle n'était pas liée à ce qu'il gagnait. Est-ce qu'il avait une femme? Est-ce qu'il avait des enfants? Est-ce qu'il avait un statut? Est-ce que ceci? D'où il venait? Machin et tout? Non. La valeur de Seb et comment dirais-je, la douleur de sa perte, elle est liée au mec que c'était, à l'homme incroyable que c'était, à l'âme que c'était, et pas à ces trucs futiles ou à son apparence, ou est-ce qu'il avait des cheveux, pas de cheveux, est-ce qu'il était gros, ça n'a absolument aucune importance de critères de beauté, de critères sociaux, de tout ça, aucune importance. Quand tu pars, les gens, ce qui leur manque, c'est qui t'étais, pas tout ce qui finalement est accessoire. Donc c'est quand même important de se le rappeler parce que parfois c'est difficile et que indirectement dans la société on prend ce pas parce que c'est ce qui nous est un peu proposé et que du coup ça active nos peurs et on se dit que si on est plus belle, on a plus d'importance, si on gagne bien notre vie, ça veut dire que c'est bien, si on a tel statut c'est cool, si on a des enfants c'est bien, si t'as pas divorcé c'est bien, si t'as divorcé bah, c'est bien aussi parce qu'en fait t'es une warrior, mais en fait on oublie tout ça, genre juste qui t'es et qu'est-ce que t'apportes aux gens, c'est tout en fait, c'est tout. L'autre truc qui m'est venu de ce moment-là, c'est que on fait rien tout seul. Seb, sa femme, c'était, je pense, son pilier, qui l'a aidé et avec qui il a co-créé cette vie superbe. C'est aussi celle qui a cru en lui, qui lui a dit mais vas-y lance tes projets, on verra, c'est pas grave si ça foire et tout. C'est aussi sa famille, ses enfants, ses parents, enfin tous les gens qui avaient autour de lui, qui ont été ce socle pour lui. Les amitiés, il avait tellement, tellement, tellement d'amis. Et c'est ces amis-là qui lui ont permis de monter certains business. Il a fait jamais aucun business tout seul finalement. Et c'est vrai que tu te rends compte que dans la vie, tu fais rien tout seul en fait. Et c'est beau de co-créer avec les gens. Et parfois dans un monde où on s'isole un peu, et je parle en connaissance de cause en fait, je me dis que mon business marcherait beaucoup mieux si j'étais en co-création parfois avec d'autres personnes plutôt que si je faisais ça là comme maintenant en vrai. Donc c'est un bon rappel de se dire que on fait rien tout seul. Et c'est chouette, en vrai, c'est chouette. L'autre chose, c'est que tu as des dons. En fait, on oublie et on est tellement différents, on a tous des dons différents. Et comme je te disais, alors Seb, il avait plusieurs dons. Les dons les plus principaux, c'était sa capacité à prendre des risques. Sérieux, mec, waouh, tu vois, c'était fou. L'autre don qu'il avait, c'est de mettre de l'humour dans tout. C'est incroyable. Mais vraiment, j'adorerais savoir faire ça. Et l'autre don qu'il avait, c'est un don relationnel de créer du lien. C'est pas pour rien qu'il y a 1000 personnes qui sont pointées à ce mariage-là, c'est que il avait ce don de créer du lien, mais en plus du vrai lien. C'est-à-dire, c'était que des personnes qui comptaient. C'est pas genre, il créait des relations, et genre, tu sais, genre, ouais, tu sais, moi je connais tant de personnes, etc., etc. Mais en vrai, il y a personne qui compte vraiment, et c'est pas des amitiés de ouf. Non, il créait du vrai lien avec des gens, des vraies relations qui étaient consistantes, qui étaient authentiques, et tu te dis, waouh, ça c'était son don. Et en fait, du coup, ça ramène à soi et te dire, mais toi, c'est quoi tes dons en fait? C'est quoi ces trucs de fous que t'as, que les autres n'ont peut-être pas, que tu peux proposer au monde, qui peut embellir ta vie? Parce que finalement, ces dons, c'est ce qui a embelli notre vie et sa vie. Et en fait, nous, parfois, on n'est tellement pas conscient de ce que c'est nos dons qu'on les utilise pas pour embellir notre vie. Mais Seb, ses relations, ça a embelli sa vie. C'est ce qui a fait tous les voyages qu'il a fait, tous les dîners qu'il a fait, toutes les barres de rire qu'il a fait, tous les souvenirs qu'il a, tous les business qu'il a montés, toute la famille qu'il a créée, tout son côté relationnel a créé cette vie-là, sa capacité à prendre des risques, à créer la vie qu'il a aujourd'hui, la sécurité financière, tout ça, ça a créé ça. Et son côté d'avoir le don de mettre l'humour, ça lui a créé une vie tellement joyeuse, tellement fun. Donc quand tu sais c'est quoi tes dons, je pense que ça te permet d'en mettre encore plus dans ta vie pour la rendre plus sympa. Donc c'est peut-être le moment de t'interroger, c'est quoi toi tes dons particuliers qui sont différents de absolument tout le monde en fait. Il s'agirait pas de dire ah moi aussi j'ai ça en commun, machin, peut-être, mais peut-être pas. L'autre point c'est... Alors attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui. L'autre point, c'est tes enfants, ils vont retenir ce que tu as montré parce que tu as dit. Alors ça, pour moi, c'est un principe d'éducation. Tu sais, quand t'es parent, t'es là à dire, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu sais, les enfants, ils ont le don de voir la dissonance. Tu sais, genre, non, faut pas être sur les écrans. Bah toi, t'es sur les écrans. Non, faut pas manger de sucre après le repas. Bah là, t'es en train de manger un gâteau, papa. Et en fait, les enfants, ils apprennent par rapport à ce qu'on leur montre, pas par rapport à ce qu'on leur dit. Et incarner quelque chose, c'est quand ton message, il est en adéquation avec ton mode de vie. Et dans le discours, notamment des enfants de Seb, c'était beau de voir à quel point ce qu'il avait transmis par rapport à ce qu'il avait incarné en fait. Il a tellement incarné de vivre la vie à fond, de vraiment en fait ne pas remettre à plus tard et s'éclater,
que ces enfants ont dit, mais tu nous as fait vivre ça et t'as été notre modèle. Mais t'as été notre modèle pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as fait. De la même manière qu'il a transmis à ses enfants le fait de, vu que lui, il est sorti des sentiers battus, du CDI classique, à une époque où, voilà, c'était pas commun comme aujourd'hui où quand tu montes une start-up, personne s'affole tellement. Là, quand tu dis tu pars à ton compte alors que tu as un super CDI dans une boîte, tout le monde est là, non mais t'es sûr de ce que tu fais, etc. etc. Et il a inculqué ce côté, mais vas-y, en fait, suis ta voie, si dans le sentier, c'est dans le sentier, c'est pas dans le sentier, tu vas dans un autre sentier. Et il a incarné pleinement ça. Et tu n'imagines pas à quel point, là par exemple, ces deux choses-là, c'est tellement précieux pour ses enfants parce que je pense là notamment à son garçon, à son aîné, qui prend le même pas, c'est-à-dire qu'il va sortir des sentiers battus. Il l'est déjà depuis le début de sa scolarité. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a souvent dit au prof non mais là excusez-moi monsieur vous vous trompez et il sortira du système scolaire je pense relativement rapidement et il est déjà là en train de monter des boîtes alors qu'il est en train de passer son bac et il sortira des sentiers battus et le fait d'avoir eu un père qui lui a dit mais oui en fait je te dis prends ton chemin, regarde moi je prends mon chemin, mais quel cadeau de lui avoir offert ça, quel cadeau de lui avoir offert regarde on va vivre la vie à fond et fais pareil. Quel cadeau d'avoir eu toujours leur maison qui était pleine d'amis, de personnes qu'ils aimaient, parce que bah, leurs enfants, c'est leur mode de vie, en fait. C'est leur mode de vie, maintenant, c'est mais oui, en fait. La vie, c'est ça, c'est de profiter des gens qu'on aime et de partager du temps avec eux. Et donc ça, je pense que c'est un rappel tellement important de ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ce qu'on montre, pas ce qu'on dit. Donc incarnons pleinement et n'ayons pas juste des beaux discours. Ce que je voulais aussi dire, c'est que il y a une des choses qui m'a marqué dans ce moment-là, c'est que tu te rends compte que le plus important, c'est l'amour. Enfin, franchement, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte, c'est la manière dont tu as aimé les gens, la manière dont tu as été aimé, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as reçu, le partage que tu as pu faire avec les gens, avec le cœur. Mais partager avec le cœur, quoi. Genre, ne retenez pas. Parfois, on est genre très... J'allais parler genre selfish, la meuf, elle sait même pas parler anglais, mais parfois, elle te sort des mots anglais, parce que ça m'était vu comme ça. Mais c'est vrai, parfois, on est tellement radin de chercher le mot. On est tellement radin à dire, non, là, cette personne, bah voilà, ma soeur, elle m'a dit ça, du coup, elle m'énerve, du coup, je ferme mon cœur. Mais putain, mais ne fermez pas vos cœurs, quoi. Apprenez à guérir, faites-vous aider. Mais l'amour, c'est ce qui nous répare tous, c'est ce qui rend notre vie belle, c'est le fuel le plus incroyable et le plus magnifique sur cette terre. Et genre, partager avec le cœur, donner sincèrement, sans rien attendre en retour. Et je dis pas sacrifiez-vous. Je dis non, mais donnez en fait. Donnez du temps à une personne parce que vous avez juste envie de partager un moment avec cette personne et lui offrir votre présence. Mais offrez votre présence, offrez votre humour, offrez vos dons. Mais aimez-vous en fait. Il n'y a que ça qui compte, putain, enfin... Dans ces moments-là, on se rend compte, mais on s'en fout de tout le reste. C'est presque, tu te dis, est-ce que je l'ai assez aimé? Est-ce qu'il savait que je l'aimais? Est-ce que si je pouvais, je l'aimerais encore? Si je pouvais, je lui disais que je l'aimerais? Si je pouvais, je l'embrasserais encore une dernière fois? Si je pouvais, en fait, j'accepterais cette invitation qu'il m'avait faite? Si je pouvais... C'est ça, en fait. C'est d'aimer la personne et de partager du temps avec les gens qu'on aime, quoi. Rappelons-le nous, quand même. L'amour. Il n'y a que ça de vrai. J'ai écrit des phrases parfois, mais je comprends plus trop ce que je voulais dire. Ouais, il y a un autre truc, c'est que parfois dans ces moments de grande tristesse et de grand deuil, quand on n'est pas forcément la personne, entre guillemets, la plus proche du défunt, t'as envie d'aider les gens, mais tu sais pas comment. Et puis tu sais, il y a un peu ce côté mal à l'aise, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que je fais pour toi, Et en fait, je pense que c'est intéressant qu'on se rappelle que parfois dans des moments difficiles, on n'a pas besoin de faire. On n'a pas besoin de faire, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour aider, on n'est pas là pour réparer. On est là parfois juste pour apporter notre présence. Et en fait, ça suffit. Et je pense que c'est aussi valable parfois dans d'autres moments de vie. Je sais pas si par exemple vous avez quelqu'un qui rencontre une rupture sentimentale, un divorce par exemple, ou qui vit, je sais pas moi, un truc au boulot où cette personne vraiment c'est une déception énorme, elle s'est fait virer ou elle a pas du tout le poste et ça va pas du tout et par exemple vraiment elle se sent pas bien, juste votre présence. Parfois on a vraiment, alors moi je suis la championne là-dedans, genre ok attends je vais t'aider à résoudre et en fait vraiment parfois juste la présence d'une autre âme qui est là et qui pense à nous et qui nous soutient, ça suffit. On est vraiment dans un monde du faire et on se rend pas compte parfois comme notre seule présence est un cadeau énorme. Donc c'est un rappel ou plutôt c'est une constatation que je faisais à quel point voilà parfois il s'agit pas de résoudre, il s'agit pas de guérir, il s'agit pas d'aider les gens à passer à autre chose le plus vite possible ou machin, il s'agit juste d'être présent, d'être là. Bah tu l'auras compris, une autre comment dirais-je, une autre réflexion, c'est que putain, on ne contrôle rien, quoi. Tu vois, moi, je fais partie des gens qui ont la croyance que notre heure de fin, elle est écrite, mais ça ne regarde que moi. Mais tu te dis, putain, parfois, t'as envie de contrôler, quoi. T'as envie de contrôler ce qui se passe, t'as envie de
de dire non, en fait, c'est trop tôt pour partir à ce moment-là, c'est trop tôt, il y avait encore trop de belles choses. Et ça nous ramène à ça nous ramène au fait que il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle absolument pas. Et, et en fait, ça donne envie de se lâcher prise, en fait, de garder juste la foi en la vie et de se dire, ok, ce paramètre-là, je contrôle pas. Et en fait, lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas, c'est aussi beau pour nous ramener à ce qu'on contrôle. Et ce qu'on contrôle, ça rejoint aussi tout ce que je vous dis dans cet épisode, de la relation que tu as avec les gens, de la relation que tu as avec toi, de ce que tu fais de ta vie, de ce que tu entreprends, ce que tu n'entreprends pas, de l'empreinte que tu vas laisser, tout ça, tu as le contrôle. Mais en vrai, du moment où on dira c'est la fin, tu contrôles rien. Et je t'assure, c'est vrai que c'est trop frustrant, en fait. C'est trop frustrant. Tu sais, dans ces moments-là, tu ressens beaucoup de colère, d'injustice. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et tu sais, tu comprends pas. Je sais que quand j'ai appris, c'est un truc. C'est gamin de se dire ça, mais je t'avoue, je me suis dit ça, quoi. Tu sais, comme une gamine, j'ai dit, mais c'est nul, c'est nul la vie. Genre, les méchants, ils meurent pas, et les gentils, ils meurent, tu vois. C'était très enfantin. Mais je te jure qu'il y a une part de moi qui, qui le pensait très fort, en fait, parce que tu te disais, c'est injuste, en fait, c'est trop injuste. Genre, il apporte tellement à ce monde, pourquoi le retirer maintenant? Je ne comprends pas comment il décide là-haut, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut ou pas, mais je me disais, non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ce lâcher prise, mais on contrôle pas ça. Et à contrario, il y a tellement de belles choses qu'on peut contrôler sur ce qu'on apporte à la personne qui partage notre vie, à nos enfants, à nos parents, à nos amis. Qu'est-ce qu'on fait pour nous, en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on fait des choses qui nous font vibrer? Est-ce qu'on décide de faire ce petit week-end marrant à tel endroit? De... Ouais, je sais pas, est-ce que le vendredi soir, t'es là à te dire, vas-y, je fais l'apéro en famille avec mes enfants, ils boivent un Oasis, et puis moi, je bois un Coca Zéro, et on fait un jeu de société qui nous fait marrer. En fait, c'est notre petit rituel du vendredi soir. Mais qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ta vie, quoi? En fait, ça, tu le contrôles. Ce que tu as envie de mettre, la manière dont tu as envie de te sentir, de, ouais, de la manière dont tu as envie de te parler, quelle relation tu as envie d'avoir avec toi, ça, tu le contrôles. Et je sais que c'est pas si facile que ça. C'est bien pour ça que je fais ce job-là. Mais ouais, ramenons à ce qu'on contrôle et lâchons prise sur ce sur ce qu'on ne contrôle pas. Le truc, c'est la vie, elle est belle. La vie, elle est belle si on la rend belle. En fait, tu te rends compte que la vie, c'est une toile, en fait. Et soit tu décides d'en faire un chef-d'œuvre, soit tu décides de pas en faire un chef-d'œuvre. Mais je pense que là, on a une part énorme dessus. Et malgré les circonstances, tu vois. Seb, il a vécu plein de trucs qui étaient difficiles dans sa vie et il a fait de sa toile un chef-d'œuvre, quoi. C'est genre, waouh! Et, et en fait, je pense qu'on a besoin de se rappeler, de sortir cette position parfois d'accablement, de comme si on était victime de la vie et qu'en fait on n'avait pas le contrôle dessus. Il y a toute une partie sur laquelle on a le contrôle. Et on a le contrôle sur qu'est-ce qu'on va mettre dans notre vie, qui on va mettre dans notre vie, ce qu'on va faire de notre vie, ce qu'on va faire au quotidien, ce qu'on va penser. Tout ça, on a le pouvoir. Donc ça rejoint un peu le truc d'avant, mais vraiment, c'est nous qui rendons la vie belle. Et c'est vrai que ça me parle énormément parce que pendant des années, j'ai complexifié ma vie parce que c'est un peu le modèle que j'ai eu. Et rien que ça, tu te rends compte que quand tu décomplexies ta vie, t'es là, oh, en fait, c'est plus cool, quoi, de ouf. Mais, euh, mais ouais, on a le pouvoir de mettre des belles couleurs dans notre vie. Et je pense qu'on a besoin de se le rappeler pour mettre du beau, pour faire des trucs qui nous apportent de la joie, du bonheur, quoi, en fait. Voilà. Euh, Ouais, je finirai sur ce truc-là par rapport. Il y a plein d'autres trucs, mais j'ai noté que quelques trucs, sinon ça va prendre 4 heures. Vous me connaissez. Mais comme je te disais, Seb était incroyable. Et je voudrais finir, parce que, c'est pas que je dirais pas que ce podcast est un hommage à Sébastien, mais je trouvais ça beau qu'il me laisse l'opportunité, euh, de par ce moment-là, de pouvoir redire certaines choses pour qu'on se les rappelle ensemble. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce qu'on est quand même dans un monde très féministe, parce qu'il y a eu beaucoup de patriarcat, et je le comprends totalement. Mais j'avais vraiment envie de souligner le fait qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont putain d'incroyables. Les larmes aux yeux. Euh, je veux dire, cet homme-là, il était mais tellement beau, c'est tellement une belle âme, quoi, tellement soutenant, tellement respectueux, tellement avec un cœur énorme, c'était beau. Et en fait, je pense que dans une société où l'homme peut être vu de manière, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais dans une société dans laquelle on voit l'homme un peu comme un prédateur, comme quelqu'un de très dominant, comme voilà quelqu'un qui est l'oppresseur des femmes. Je trouve ça beau de rappeler qu'il y a des hommes qui sont juste incroyables. Est-ce qu'on peut se le rappeler? Est-ce qu'on peut ne pas mettre tout le monde dans le même panier? Et tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, je me faisais la réflexion, j'écrivais, et je me disais, putain, mais en fait, tu sais, on voit toujours ce qu'on n'a pas.
Et parfois, on voit pas tout ce qu'on a. Et je me disais, putain, mais en fait, la vie, elle m'a mis sur mon chemin des hommes, mais de ouf, tu vois. C'est-à-dire que la vie. Et ça veut pas dire que j'ai pas rencontré des mecs pas ouf, tu vois. J'ai été emmerdée tous les jours de ma vie, de mes 13 ans à mes 25 ans que je quitte ma ville d'enfance, à me faire siffler dans la rue, à me faire insulter. Donc j'ai connu des mecs pas bien. Mais putain, les mecs les plus proches de moi, ils ont été super. J'ai choisi des mecs super. Et, euh, et même si, par exemple, je repense à mon père qui a pas été là la grande majorité de ma vie parce que mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, c'est le premier homme qui m'a aimé. Et même si la vie a fait que ça s'est passé comme ça, je sais qu'aujourd'hui, il m'aime de ouf. Mais quelle beauté, en fait. Euh, j'ai la chance d'être en relation, d'avoir choisi un homme, mais qui est profondément doux, qui est profondément bienveillant, qui est profondément respectueux, qui me soutient, qui m'accompagne, mais c'est un mec en or, en fait. Quand je pense à mon fils, voilà, ça va m'émouvoir. Quand je pense à mon fils, je me dis, mais quel homme en devenir, en fait. Et du coup, c'est sur ça que je veux terminer, c'est sur, par rapport à tout ça, c'est sur le fait de se dire, reconnaissons tous les hommes qu'il y a de bien dans la société, parce que parfois je me dis, putain, mais quand tu dois être un mec, tu dois te dire, mais merde, je fais pas partie du bon camp, là, tout le monde va me détester, tout le monde... Et en fait, il y a des hommes qui sont super, et du coup, à travers ce podcast, je voudrais aussi, putain de merde, féliciter tous ces gars exceptionnels, même s'il y a personne de parfait, tous ces gars exceptionnels qui existent, c'est juste trop beau, et Seb, t'étais un de ces gars-là. Euh, Je finirai juste par quelques questions, entre guillemets, tu vois, qu'on pourrait se poser, j'ai envie de dire. Euh, c'est déjà de te demander, est-ce que tu vis ta vie pleinement, tu vois? Est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie pleinement? Quand je regarde Seb, je me dis, il aurait pas pu faire mieux, tu vois? Genre, il aurait pas pu faire mieux. Il a déjà fait une vie, mais de folie, tu vois? Et je pense que en partant, il devait se dire, ouais, je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait, quoi. Et donc on peut se poser la question, est-ce que je vis ma vie pleinement? Est-ce que j'ai envie de changer des choses dans ma vie? Ou est-ce que ma vie, elle me va comme ça? Comment je me sens à l'intérieur de moi? Parce que la manière dont tu te sens, c'est ce qui va faire ta vie. En fait, ta vie, elle va plus être faite de ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus que de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en paix, il y a quelque chose de joyeux, de pétillant, que quand tu vas voir les autres, tu vas passer un moment de fou, que quand tu vas peut-être faire un voyage, tu vas le savourer de manière incroyable, que quand tu vas partir au boulot le matin, tu vas te sentir bien, et en fait, il va se passer plein de trucs super. Parce que quand on n'est pas bien, t'as beau voir des gens, ça te nourrit pas, parce qu'en fait, t'es pas là. Si t'es pas bien et que tu pars en vacances, je sais pas, moi je l'ai déjà vécu, en fait, t'es là, mais t'es pas là. Donc oui, c'était sympa, mais bon, ça va sans plus. La qualité de l'expérience que tu vis, elle dépend de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc on a besoin de se reposer la question franchement, mais à l'intérieur de moi, c'est quoi? Est-ce que c'est le chaos intersidéral ou est-ce que ça commence à être vachement fun? Euh, L'autre question avec laquelle je veux que tu repartes, c'est quelle empreinte tu veux laisser autour de toi, en fait, quelle empreinte tu veux laisser aux gens qui t'entourent, aux gens que t'aimes, qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu as envie d'offrir, qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme souvenir, mais quelle empreinte tu vas laisser, une empreinte comme les dinosaures qui ont lancé leur empreinte, tu vas laisser une empreinte sur tous les gens que tu as rencontrés, tu vas laisser une empreinte dans ce monde, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme empreinte? Et la dernière question que j'ai envie que tu te poses, c'est comment t'aimes? Franchement, je crois qu'on se la pose pas assez. Et je suis contente finalement de finir par cette question-là, mais c'est vraiment ça. C'est comment t'aimes en fait. Comment t'aimes, mais même comment tu t'aimes toi. Tu vois, moi je reste convaincue que tout commence par nous, mais c'est ma croyance à moi. Mais vraiment, comment tu t'aimes toi, comment t'aimes les autres, comment t'aimes tes enfants, comment t'aimes la personne qui partage ta vie, comment t'aimes ton père, comment t'aimes ta mère, comment t'aimes ton ami, comment... J'ai même envie de dire, mais comment t'aimes tes collègues, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a différents types d'amour, il y a différents types de relations, d'implications, mais on est là que pour donner de l'amour, tu vois. Je suis convaincue que tu peux même donner de l'amour à ta boulangère, tu vois, genre ouvrir ton cœur. Et tu sais, être tellement rempli de gratitude pour ce pain chaud là que tu vas sortir, tu vas manger avec de l'huile d'olive, une petite tomate, du basilic et tout. La meuf qui a pas hâte que l'été revienne. Mais dans tout ce qu'on fait, on peut mettre de l'amour. Dans les activités du quotidien, tu peux mettre de l'amour. J'adore maintenant, parce que c'est important pour moi de me reconnecter à mon corps, de vraiment genre de mettre du lait pour le corps le soir et de me le mettre avec la plus grande des délicatesses. Mais il y a tellement d'amour qui ressort de ce geste-là, de ce moment-là. Mais comment tu aimes les gens, comment tu t'aimes toi, dans quelle régularité, tu vois, et de choisir consciemment comment tu as envie d'aimer les gens. Moi, je pense que en vrai, c'est la seule chose qu'on nous demande, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Je sais pas trop ce que ça va donner comme épisode de podcast. Ce sera peut-être pas le plus ouf pour toi. Peut-être que tu n'auras pas aimé du tout. C'est ok. Euh,
En tout cas, c'était important pour moi. Je pense que j'aurais voulu faire quelque chose d'encore mieux, mais si c'est ça qui devait sortir, c'est ça qui devait sortir. Mais ça me tenait à cœur, en fait, de pouvoir partager tout ça et de repenser à Seb pendant ce moment-là. Et, et voilà. Donc, en tout cas, euh, si tu as envie de travailler avec moi, je te laisse me contacter via mon site internet. Justement, en fait, c'est marrant de voir, comme je te disais, tout ce que j'accompagne en ce moment, et je me rends compte que c'est un peu mon cœur à moi de métier, c'est tout ce qui est les transformations, en fait, mais les transformations profondes, suite à des événements de vie, suite à des deuils, suite à des ruptures, suite à des divorces. Je me rends compte que j'accompagne des gens dans des moments où leur vie, elle est complètement bousculée, où en fait, ça peut pas tenir comme avant, où en fait, et parfois c'est un truc qui explose, parfois c'est intérieur. Mais en tout cas, tu peux me contacter sur mon site internet. Et merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé ce moment avec moi qui était important. Et je te dis avec très très grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.